Imagine un monde où presque tout ce qu'on vous a dit sur la santé est faux. Bonjour, vous êtes sur la chaîne 33 Facts. Ici, nous partageons des histoires étonnantes, des idées reçues scientifiques et des faits inexpliqués. Installez-vous confortablement. Commençons. Premier mythe. Boire 8 verres d'eau par jour est indispensable. Cette règle, vous l'avez entendue partout. À l'école, chez le médecin, dans les magazines de bien-être. 8 verres d'eau par jour, soit environ 2 litres, sinon vous êtes en danger de déshydratation chronique. Des millions de personnes se promènent avec leur bouteille d'1 litre en inox, comptant chaque gorgée comme si leur vie en dépendait. Mais d'où vient cette règle exactement ? En réalité, elle provient d'une recommandation américaine publiée en 1945 par le Food and Nutrition Board. Le texte original disait qu'un adulte avait besoin d'environ 2,5 litres de liquide par jour. Mais il précisa aussi que la grande majorité de cette quantité était déjà contenue dans les aliments que nous consommons. Cette deuxième partie a simplement été oubliée. Des décennies plus tard, un médecin américain du nom de Frederick Ster a popularisé la version simplifiée, sans le contexte. Et ainsi est né un mythe planétaire. Des études menées depuis les années 2000 ont montré que la sensation de soif est un mécanisme parfaitement fiable pour réguler l'hydratation chez un adulte en bonne santé. Votre corps sait quand il a besoin d'eau. Vous n'avez pas besoin d'un compteur. Mais attendez, ce mythe a des conséquences concrètes. Des personnes qui souffrent d'hyponatrémie, un excès d'eau dans le sang qui dilue le sodium, ont été hospitalisées après avoir suivi à la lettre des conseils de bien s'hydrater. Des marathoniens sont morts non pas de déshydratation, mais d'avoir bu trop d'eau pendant la course. Ce n'est pas un cas isolé. En 2002, lors du marathon de Boston, 9 femmes est décédée après avoir consommé une quantité excessive d'eau en tentant de suivre les recommandations affichées sur le parcours. Le mythe, dans ce cas précis, a tué. Deuxième mythe, manger du gras fait grossir. Pendant des décennies, la guerre contre le gras alimentaire a été l'une des campagnes de santé publique les plus agressives de l'histoire moderne. Dans les années 80, aux États-Unis, les autorités sanitaires ont officiellement recommandé de réduire les graisses dans la peur. C'est l'alimentation. Les industriels ont suivi avec enthousiasme. Ils ont remplacé les matières grasses par du sucre pour maintenir le goût de leurs produits. Les rayons des supermarchés se sont remplis d'articles allégés en matières grasses, bourrés de sirop de glucose-fructose. Résultat, l'épidémie d'obésité a explosé exactement à cette période. Ce n'est pas une coïncidence. Les recherches actuelles montrent que les graisses, et en particulier les graisses insaturées présentes dans l'avo, les noix, l'huile d'olive, sont essentielles au fonctionnement du cerveau, à l'absorption des vitamines liposolubles comme les vitamines A, D, E et K, et à la régulation hormonale. Ce n'est pas le gras qui fait grossir, c'est l'excès calorique global associé à un sucre en excès qui déclenche le stockage adipeux. Et cela devient encore plus intéressant. L'histoire de cette guerre contre le gras est directement liée à un chercheur américain nommé Ancel Keys. Dans les années 50, il a publié une étude appelée « 7 Country Study » qui prétendait démontrer un lien entre la consommation de graisses saturées et les maladies cardiovasculaires. Ce que peu de gens savent, c'est que Keys avait initialement collecté des données sur 22 pays, mais n'a retenu que les 7 qui confirmaient sa théorie. Les pays qui ne correspondaient pas à son hypothèse ont simplement été écartés. Cette manipulation statistique a orienté la politique de santé mondiale pendant 40. Troisième mythe, les antibiotiques soignent les rhumes et la grippe. Chaque hiver, des millions de personnes se précipitent chez leur médecin en demandant des antibiotiques dès les premiers frissons. Et beaucoup d'entre eux repartent avec une ordonnance, soit parce que le médecin cède à la pression, soit par précaution. Mais les rhumes et la grippe sont causés par des virus. Les antibiotiques, eux, ne combattent que les bactéries. Donner un antibiotique contre un virus, c'est comme envoyer un pompier éteindre une inondation. Ça ne sert à rien, et ça empire les choses. Pourquoi ? Parce que les antibiotiques ne distinguent pas les mauvaises bactéries des bonnes. Ils détruisent le microbiome intestinal, affaiblissent les défenses immunitaires à long terme, et surtout, ils créent des résistances bactériennes. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé classe la résistance aux antimicrobiens parmi les 10 plus grandes menaces pour la santé mondiale. Et cette résistance est directement alimentée par la surconsommation d'antibiotiques. Voici un détail important. Chaque fois que vous prenez un antibiotique inutilement,
vous ne faites pas que nuire à votre propre santé. Vous contribuez à un problème collectif. Des bactéries résistantes à presque tous les antibiotiques connus, appelées superbactéries, émergent déjà dans les hôpitaux du monde entier. Des patients meurent d'infections pour lesquelles il n'existe plus de traitement efficace. Ce n'est pas la science-fiction. C'est une réalité que les épidémiologistes documentent depuis les années 2010 avec une inquiétude croissante. Quatrième mythe. Se faire craquer les doigts donne de l'arthrite. Combien de fois avez-vous entendu cette mise en garde d'un parent ou d'un grand-parent ? Arrête de te craquer les doigts, tu vas avoir de l'arthrite à 40 ans. Ce mythe est tenace, universel et complètement faux. Le son que l'on entend lorsqu'on craque ses doigts provient de la cavitation, la formation et l'éclatement de bulles de gaz dans le liquide synovial qui lubrifie les articulations. Ce phénomène ne détériore ni le cartilage, ni les os, ni les ligaments. Un médecin américain du nom de Donald Unger a mené une expérience personnelle pendant 60 ans. Il se craquait les doigts de la main gauche tous les jours et ne touchait jamais à ceux de la main droite. À la fin de sa vie, il n'y avait aucune différence entre les deux mains. Il a reçu le prix IG Nobel, pour cette contribution humoristique mais réelle à la science. Des études plus larges ont confirmé ces résultats. Et voici ce qui est surprenant. Si se craquer les doigts ne cause pas l'arthrite, en revanche, une habitude apparemment inoffensive comme porter un sac lourd toujours du même côté pendant des années peut effectivement provoquer des déséquilibres musculaires et des problèmes articulaires chroniques. Les vraies causes de l'arthrite. Prédisposition génétique, inflammation chronique, obésité, traumatisme répété sont bien documentées. Mais elles sont moins visibles, moins dramatiques qu'un crack sonore, et donc moins mémorisées. Cinquième mythe. Lire dans la pénombre abîme les yeux. Votre mère vous a probablement dit de ne pas lire sous les couvertures avec une lampe de poche. Et vous avez peut-être dit la même chose à vos enfants. Mais les ophtalmologistes sont formels. Lire dans une lumière insuffisante ne cause aucun dommage permanent aux yeux. Cela peut provoquer une fatigue oculaire temporaire, des maux de tête et une sensation de brûlure. Mais ces symptômes disparaissent après du repos. Les yeux ne sont pas des muscles que l'on peut déchirer en les forçant dans l'obscurité. Ce mythe remonterait à l'époque où la lecture à la bougie était commune, et où les personnes qui lisaient beaucoup développaient effectivement des problèmes de vue, non pas à cause de la lumière, mais parce qu'elles avaient des prédispositions génétiques à la myopie, aggravées par un travail visuel prolongé de près. Passons maintenant à la partie la plus curieuse. Ce mythe est intéressant parce qu'il illustre comment une corrélation peut être confondue avec une causalité. Les lecteurs assidus avaient tendance à lire dans des conditions difficiles et à développer de la myopie. Donc, dans l'esprit populaire, c'est la mauvaise lumière qui a causé la myopie. En réalité, c'est la quantité de temps passé à regarder des objets de près, pas l'intensité lumineuse, qui influence le développement de la myopie, en particulier chez les enfants. Et la vraie recommandation des spécialistes aujourd'hui ? Passer du temps dehors, exposé à la lumière naturelle, réduit significativement le risque de myopie chez les jeunes. Sixième mythe. Il faut manger 3 repas par jour. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Une structure aussi ancienne que la civilisation industrielle. Mais cette structure n'a rien de naturel ou de biologique. Elle est le produit de l'organisation du travail au XIXe siècle, quand les usines ont imposé des horaires fixes aux ouvriers et que les repas ont été calés sur ces horaires. Avant la révolution industrielle, les humains mangeaient de façon beaucoup plus irrégulière, en fonction des saisons, des ressources disponibles et de la faim réelle. Des études récentes sur le jeûne intermittent, qui consiste à concentrer les repas sur une fenêtre de 8 à 10 heures par jour, montrent des bénéfices significatifs pour la régulation du sucre sanguin, la réduction de l'inflammation et même la longévité. Ce n'est pas une mode passagère. C'est le retour à un schéma alimentaire plus proche de celui pour lequel notre métabolisme a été conçu. Et ce n'est pas tout. La croyance selon laquelle sauter le petit déjeuner est dangereux pour la santé est largement soutenue par l'industrie céréalière. Une grande partie des études qui concluent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée ont été financées par des marques comme Kellogg's ou General Mills. Des analyses indépendantes publiées dans des revues comme le British Medical Journal ont montré que pour les adultes en bonne santé, sauter le petit déjeuner n'a pas d'effet négatif mesurable sur le métabolisme ou les performances cognitives. Septième mythe. Le sucre rend les enfants hyperactifs.
Ce mythe est tellement ancré dans la culture populaire que des parents retirent les bonbons des fêtes d'anniversaire pour éviter une montée de sucre. Mais des dizaines d'études en double aveugle, où ni les parents, ni les enfants, ni les chercheurs ne savaient qui avait consommé du sucre ou un placebo, ont toutes abouti au même résultat. Le sucre n'a aucun effet mesurable sur le comportement ou l'activité physique des enfants. Ce qui se passe réellement, c'est un effet placebo parental. Dans une étude classique, des mères à qui on avait dit que leur enfant avait consommé beaucoup de sucre, alors que ce n'était pas le cas, évaluaient leur enfant comme significativement plus agité que les mères du groupe contrôle. Leurs attentes influençaient directement leur perception. Et c'est ici que cela devient vraiment étrange. Ce mythe a une origine précise. Dans les années 70, une pédiatre américaine nommée Landon Smith a popularisé l'idée d'un lien entre sucre et hyperactivité dans ses livres destinés aux parents. Elle n'avait aucune donnée solide pour étayer cette affirmation, mais ses livres se sont vus. Indus à des millions d'exemplaires et ont façonné des générations de parents convaincus. La science a clairement réfuté cette hypothèse depuis, mais le mythe survit parce qu'il correspond à une logique intuitive. L'enfant mange du sucre, l'enfant court partout. La corrélation semble évidente, elle est pourtant illusoire. 8e mythe. Il faut attendre 1 heure après avoir mangé avant de nager. Combien d'enfants ont passé de longues heures assis au bord de la piscine, le ventre plein, attendant la permission de plonger? Ce mythe est fondé sur l'idée que la digestion détourne le sang des muscles vers les intestins, créant un risque de crampes et de noyade. En réalité, le corps humain est parfaitement capable d'irriguer simultanément les muscles et le système digestif. La digestion n'est pas un événement qui mobilise toutes les ressources corporelles au détriment du reste. Des crampes peuvent survenir pendant la nage, mais elles n'ont aucun lien établi avec le fait d'avoir nagé récemment. La Croix-Rouge américaine a officiellement retiré cette recommandation de ses manuels de sécurité aquatique il y a plusieurs années. Approfondissons. Ce mythe est particulièrement intéressant parce qu'il illustre la longévité des idées fausses qui semblent logiques. L'idée que le sang va quelque part et ne peut pas être ailleurs simultanément ressemble à du bon sens. Mais le système circulatoire est beaucoup plus sophistiqué que cela. Le corps régule constamment et dynamiquement, humant la distribution du sang en fonction des besoins. Faire un effort physique modéré après un repas peut effectivement provoquer un certain inconfort gastrique, des nausées légères, un sentiment de lourdeur. Mais cela ne représente aucun danger réel pour un nageur en bonne santé. 9e mythe. On perd la majeure partie de la chaleur corporelle par la tête. Mets ton bonnet, tu perds 80% de ta chaleur par la tête. Cette affirmation a été entendue par des générations, c'est d'enfants dans les pays froids. Elle est fausse. La tête représente environ 9% de la surface corporelle totale et on perd effectivement à travers elle environ 9% de la chaleur corporelle, proportionnelle à sa taille, pas plus. L'origine de ce mythe est militaire. Une étude menée par l'armée américaine dans les années 50 habillait des soldats avec des combinaisons arctiques complètes, mais sans chapeau, et mesurait la déperdition de chaleur. Bien sûr, la seule partie non couverte produisait la majeure partie de la chaleur perdue. Mais c'était simplement parce que c'était la seule partie exposée, pas parce que la tête est particulièrement thermique. Maintenant, faites attention. Ce mythe a des conséquences pratiques absurdes. Des parents forcent leurs enfants à porter un bonnet en plein été pour ne pas perdre de chaleur, pendant que leurs bras et jambes sont entièrement découverts. Si vous voulez vraiment conserver la chaleur corporelle, couvrir les extrémités, mains, pieds, est au moins aussi important que protéger la tête. Et une veste bien fermée sera toujours plus efficace qu'un bonnet seul par temps froid. Si vous aimez nos vidéos sur des faits étonnants, des mythes et des révélations audacieuses, soutenez-nous avec un like et écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Cela nous aidera à comprendre ce qui vous intéresse et à rendre nos épisodes encore meilleurs. 10e mythe. Les vitamines, en complément, améliorent la santé de tout le monde. L'industrie des compléments alimentaires pèse plus de 150 milliards de dollars par an dans le monde. Des millions de personnes avalent chaque matin leur cocktail de vitamines avec la conviction qu'elles investissent dans leur santé. Mais la réalité scientifique est beaucoup plus nuancée. Des études de grande envergure, notamment la Select Study, qui suivait plus de 35 000 hommes, ont montré que des doses élevées de vitamine E et de sélénium augmentaient en réalité le risque de cancer de la prostate.
Des suppléments de bêta-carotène, censés protéger contre le cancer du poumon, ont augmenté la mortalité chez les fumeurs dans une étude finlandaise des années 90. Ce n'est pas que les vitamines soient mauvaises, c'est que les prendre en excès, sous forme concentrée, dans un contexte où vous n'en manquez pas, peut créer des déséquilibres biologiques que votre corps n'est pas conçu pour gérer. Puis un autre détail apparaît. La vitamine C est peut-être l'exemple le plus célèbre. Grâce au prix Nobel Linus Pauling, qui prenait lui-même 18 grammes de vitamine C par jour et affirmait qu'elle prévenait le rhume et le cancer, des millions de personnes ont adopté la mégadose de vitamine C. Les études ultérieures ont montré que des doses élevées de vitamine C réduisent peut-être d'environ 8% la durée d'un rhume chez certaines personnes. Une différence cliniquement insignifiante. Et au-dessus de 2 grammes par jour, l'excès est simplement éliminé dans l'urine. Vous payez pour fabriquer de l'urine chère. 11e mythe. Le lait renforce les os et prévient l'ostéoporose. Bois ton lait, ça fortifie les os. Cette injonction est l'une des plus répandues dans l'éducation des enfants occidentaux. La logique semble solide. Le lait contient du calcium, les os ont besoin de calcium, donc boire du lait renforce les os. Sauf que la réalité biologique est plus complexe. Des études épidémiologiques de grande envergure, notamment des travaux de l'université Harvard, suivant des dizaines de milliers de personnes pendant des décennies, n'ont trouvé aucune corrélation significative entre la consommation de lait et la réduction des fractures osseuses. Plus troublant encore, les pays qui consomment le plus de produits laitiers, États-Unis, Suède, Finlande, ont paradoxalement les taux d'ostéoporose les plus élevés au monde. Les pays asiatiques, où la consommation de lait était historiquement quasi nulle, ont longtemps présenté des taux d'ostéoporose bien inférieurs. Et voici ce qui soulève des questions. Le lien entre calcium alimentaire et solidité osseuse dépend de nombreux autres facteurs. La quantité de vitamine D disponible pour absorber ce calcium, le niveau d'activité physique, la consommation de sel et de caféine qui favorise l'excrétion du calcium, et même le pH alimentaire global. Un régime riche en protéines animales augmentait l'acidité du sang, forçant le corps à puiser du calcium dans les os pour neutraliser cette acidité, ce qui annule l'effet bénéfique du calcium ingéré. C'est un phénomène appelé la charge acide rénale, et il complique considérablement l'équation simple lait égale os solide. 12e mythe. Manger la nuit fait grossir plus qu'en journée. Ne mange pas après 20 heures, ça se stocke directement en graisse. Ce conseil circule dans tous les magazines de régime depuis des décennies. Mais le corps humain ne possède pas d'horloge interne qui décide de stocker les calories différemment selon l'heure. La thermogénèse, le processus par lequel le corps transforme les aliments en énergie, fonctionne avec les mêmes mécanismes à 22 heures qu'à midi. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que les personnes qui mangent tard ont tendance à manger plus, à choisir des aliments caloriquement denses et à être moins actives après le repas. C'est ce comportement qui crée le surplus calorique, pas l'heure du repas en elle-même. Mais il existe une autre version. Des recherches récentes sur les rythmes circadiens suggèrent que le métabolisme est légèrement plus efficace en première partie de journée qu'en fin de soirée pour certains individus. Des études menées par des chronobiologistes ont montré que la même quantité de calories consommées le matin entraîne une légèrement meilleure réponse glycémique que consommée le soir. Mais l'effet est modeste et dépend fortement du chronotype individuel, c'est-à-dire de votre rythme biologique naturel. Pour un oiseau de nuit, l'horloge biologique est décalée, et ce qui s'applique à un lève-tôt ne s'applique pas nécessairement à lui. 13e mythe. Les dents de lait n'ont pas besoin d'être soignées. Ce sont des dents de lait, elles vont tomber de toute façon. Ce raisonnement conduit des milliers de parents à négliger les caries de leurs enfants en bas âge. C'est une erreur médicale grave. Les dents de lait jouent un rôle fonctionnel essentiel pendant les premières années de vie. Elles permettent la mastication, participent au développement de la parole et surtout, elles maintiennent l'espace dans la mâchoire pour les dents permanentes qui vont suivre. Une carie non traitée sur une dent de lait peut provoquer une infection qui se propage au tissu environnant, aux dents définitives en formation sous la gencive et, dans les cas graves, à la circulation sanguine. Des enfants sont morts d'infections dentaires non traitées qui ont évolué en abcès cérébraux. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité documentée dans les urgences pédiatriques. Le point suivant n'est pas moins étonnant. 14e mythe. Se brosser les dents immédiatement après chaque repas
est la meilleure pratique. Voilà un mythe paradoxal, parce qu'il promeut une habitude d'hygiène, et pourtant, appliquer trop d'éléments, il peut nuire. Après un repas, en particulier si vous avez consommé des aliments acides, comme des fruits, des jus, du vin ou des sodas, l'émail dentaire est temporairement ramolli par l'acidité. Se brosser les dents dans les 30 minutes qui suivent, quand l'émail est dans cet état fragilisé, risque d'éroder mécaniquement la surface dentaire. Les dentistes recommandent d'attendre entre 30 et 60 minutes après un repas acide avant de se brosser, ou de simplement rincer la bouche avec de l'eau en attendant. La salive elle-même joue un rôle de neutralisation et de reminéralisation si on lui laisse le temps d'agir. Et ici, une nouvelle histoire apparaît. Cette découverte a créé une certaine confusion dans les recommandations de santé bucco-dentaire, parce qu'elle contredit l'injonction classique de se brosser les dents après chaque repas. En réalité, la règle optimale est de se brosser les dents 2 fois par jour, le matin et le soir avant de dormir, avec un brossage de 2 minutes, une bonne technique et un fil dentaire quotidien. C'est bien plus efficace qu'un brossage immédiat et rapide après chaque repas avec un émail affaibli. 15e mythe. Les aliments naturels sont toujours sains et les produits chimiques toujours dangereux. C'est naturel, donc c'est bon pour toi. Cette équation est l'une des plus dangereuses de l'alimentation moderne. L'arsenic est naturel. La cicuta, la plante qui a tué Socrate, est naturelle. Le mercure est naturel. La nature ne fait aucune distinction entre ce qui est bénéfique et ce qui est toxique que pour les humains. Parallèlement, l'idée que tout ce qui est chimique est dangereux ignore le fait fondamental que tout dans l'univers est composé de molécules chimiques, y compris l'eau, l'air et votre propre corps. La vitamine C est de l'acide ascorbique, une molécule chimique. Le sel est du chlorure de sodium, une molécule chimique. La peur irrationnelle des produits chimiques dans les aliments transformés, souvent appelée chémophobie, conduit à des choix alimentaires guidés par le marketing plutôt que par la science. Passons à la suite. Le vrai critère n'est pas naturel versus artificiel, mais la dose et le contexte. Le paracétamol est une molécule synthétique qui sauve des vies à la bonne dose et détruit le foie en excès. L'eau pure peut tuer par hyponatrémie si consommée en quantité excessive. Et des plantes naturelles comme l'éphédra ou la cava ont été retirées du marché dans plusieurs pays en raison de leurs effets indésirables graves. La toxicologie enseigne depuis Paracelse au XVIe siècle. C'est la dose qui fait le poison. 16e mythe. Faire du sport tous les jours est toujours bénéfique. L'exercice physique est l'une des habitudes les plus saines qu'un être humain puisse adopter. Mais plus c'est, mieux c'est est une simplification dangereuse. Le surentraînement, ou overtraining syndrome en anglais, est une condition médicalement reconnue caractérisée par une fatigue chronique, une diminution des performances, des troubles du sangle, sommeil, une immunodépression et une fragilité accrue aux infections et aux blessures. Des athlètes de haut niveau, mais aussi des sportifs amateurs qui s'entraînent intensément, sans période de récupération suffisante, peuvent souffrir de fractures de stress, de rhabdomyolyse, une destruction des fibres musculaires dont les produits de dégradation peuvent provoquer une insuffisance rénale aiguë, et même de troubles cardiaques. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology a suivi des coureurs pendant plusieurs années et a trouvé que les coureurs qui s'entraînaient plus de 4 heures par semaine à haute intensité présentaient des marqueurs de risque cardiovasculaire similaires à ceux qui ne faisaient aucun exercice. La zone optimale se situait autour de 2 à 3 heures d'exercice modéré par semaine. Le repos n'est pas l'ennemi de la forme physique. C'est pendant le repos que les muscles se reconstruisent, que le système immunitaire se renforce et que les adaptations physiologiques à l'effort se consolident. 17e mythe. Les probiotiques en gélules améliorent systématiquement la santé intestinale. Le marché des probiotiques a explosé dans les années 2010, porté par une communication marketing intense sur l'équilibre du microbiome. Des millions de personnes ingèrent quotidiennement des gélules contenant des milliards de bactéries vivantes avec la conviction de nourrir leur reflore intestinal. Mais la science derrière ces produits est bien moins solide que les emballages ne le laissent entendre. Une étude israélienne publiée dans Cell en 2018 a montré que les probiotiques commerciaux ne colonisent pas durablement l'intestin,
Ils transitent sans s'implanter de manière significative chez la majorité des individus. Et plus surprenant encore, chez certaines personnes, ils peuvent retarder la reconstitution naturelle du microbiome après une antibiothérapie. Le détail suivant pourrait vous surprendre. Le microbiome intestinal est un écosystème d'une complexité extraordinaire. Des trillions de micro-organismes de milliers d'espèces différentes, façonnés par des années d'alimentation, d'environnement et de génétique. L'idée qu'une gélule contenant 5 à 10 souches bactériennes sélectionnées puisse rééquilibrer cet écosystème est, selon de nombreux gastro-entérologues, une simplification excessive. Ce qui bénéficie vraiment au microbiome, selon l'état actuel des connaissances, c'est une alimentation riche en fibres variées, en légumes fermentés et en aliments peu transformés. Pas une gélule standardisée. 18e mythe. Le cholestérol alimentaire provoque directement les maladies cardiovasculaires. Pendant des décennies, les œufs ont été diabolisés. Un jaune d'œuf contient environ 200 mg de cholestérol et les recommandations officielles limitaient la consommation à 2 ou 3 œufs par semaine, au maximum, pour protéger le cœur. Cette recommandation était fondée sur l'hypothèse que le cholestérol ingéré augmentait le cholestérol sanguin, qui lui-même obstruait les artères. Sauf que le corps humain produit lui-même environ 3/4 du cholestérol circulant dans le sang, indépendamment de ce que vous mangez. Et quand vous consommez plus de cholestérol alimentaire, votre foie en produit moins pour compenser. Un mécanisme de régulation homéostatique. En 2015, les recommandations nutritionnelles américaines ont officiellement supprimé la limite de cholestérol alimentaire, reconnaissant que les preuves d'un lien direct avec les maladies cardiovasculaires étaient insuffisantes. Mais il y a une nuance. Ce n'est pas que le cholestérol sanguin soit sans importance. Il joue bien un rôle dans l'athérosclérose. Mais la relation entre cholestérol alimentaire et cholestérol sanguin est bien plus complexe et variable selon les individus que ce qu'on croyait. Pour être, environ 75% des personnes, manger plus de cholestérol a très peu d'effet sur leur cholestérol sanguin. Pour les 25% restants, appelés hyperrépondeurs, l'effet est plus marqué. Mais même chez eux, c'est principalement le LDL dit grand qui augmente, une forme considérée aujourd'hui comme moins athérogène que les petites particules denses de LDL. 19e mythe. Se laver les cheveux tous les jours les rend plus propres et plus sains. Les shampoings quotidiens font partie du rituel beauté de millions de personnes, souvent accompagnés de la conviction que cela prévient les problèmes de cuir chevelu. Mais les dermatologues sont de plus en plus unanimes. Laver les cheveux trop fréquemment peut en réalité aggraver les problèmes qu'on cherche à éviter. Le sébum, la substance huileuse produite par les glandes sébacées du cuir chevelu, joue un rôle protecteur pour les cheveux et le cuir chevelu. En le rinçant tous les jours, vous déséquiplément équilibrez la production sébacée. Le cuir chevelu, privé de son film protecteur naturel, compense en produisant encore plus de sébum. Ce qui crée un cercle vicieux où les cheveux deviennent gras de plus en plus vite, renforçant la conviction qu'il faut les laver encore plus souvent. Et voici un autre exemple. Les personnes qui réduisent progressivement la fréquence de leur shampoing, en passant de quotidien à tous les 2 ou 3 jours, puis à 2 fois par semaine, rapportent général. Eux manquent après une période d'adaptation de 2 à 4 semaines, leurs cheveux deviennent naturellement moins gras, plus volumineux et plus sains. C'est un phénomène bien documenté par les dermatologues, et pourtant largement ignoré par l'industrie cosmétique, qui a tout intérêt à ce que vous achetiez du shampoing le plus souvent possible. 20e mythe. Les vaccins causent l'autisme. Ce mythe mérite d'être abordé directement parce que ses conséquences sont les plus graves de tous ceux évélentés dans cet épisode. Il prouve son origine dans une étude publiée en 1998 dans la revue médicale The Lancet par un médecin britannique nommé Andrew Wakefield. Cette étude prétendait établir un lien entre le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, le vaccin ROR et l'autisme. Elle portait sur 12 enfants seulement. Des enquêtes ultérieures ont révélé que Wakefield avait falsifié les données, qu'il était rémunéré par des avocats cherchant à poursuivre les fabricants de vaccins, et qu'il avait pratiqué des procédures invasives non justifiées sur des enfants sans approbation éthique appropriée. Son permis d'exercer la médecine a été retiré. The Lancet a rétracté l'étude en 2010. Il est temps de continuer. Des études menées depuis sur des millions d'enfants dans des dizaines de pays
dont une méta-analyse de 2014 portant sur plus d'1 200 000 enfants, n'ont trouvé aucun lien entre le vaccin ROR et l'autisme. Pourtant, le mythe a survécu, amplifié par les réseaux sociaux. Les conséquences sont réelles et tragiques. Des épidémies de rougeole ont réémergé dans des pays qui avaient éliminé la maladie. En 2019, les États-Unis ont enregistré plus de 1000 cas de rougeole, le nombre le plus élevé depuis 27 ans, directement lié à la chute des taux de vaccination dans certaines communautés. 21e mythe. Les produits détox nettoient le corps. Détoxine. Chaque début d'année, les publicités pour des cures détox, des jus purifiants ou des thés drainants envahissent les écrans. L'idée sous-jacente est que notre corps accumule des toxines, dont il faudrait le débarrasser avec des produits spéciaux. Mais les médecins posent systématiquement la même question. De quelles toxines parle-t-on exactement? Aucune marque de produit détox n'est capable de nommer une toxine spécifique dont elle permettrait l'élimination, ni de fournir. Il y a des preuves que son produit en augmente réellement l'expression. La réalité biologique est que votre corps possède déjà les systèmes de détoxification les plus sophistiqués qui existent. Le foie, les reins, le système lymphatique et le système immunitaire travaillent en permanence pour filtrer, neutraliser et éliminer les substances indésirables. Ici se cache un point important. Si votre foie et vos reins fonctionnent normalement, aucun jus de gingembre, aucune tisane à l'ortie, aucun chat Herboone actif en gélule ne fera mieux que ce que vos organes font déjà 24 heures sur 24. En revanche, certains produits vendus comme détox contiennent des diurétiques qui forcent l'élimination rénale, ce qui crée l'illusion de nettoyer l'organisme, mais ne fait en réalité que le déshydrater. Et le charbon actif en gélule, très à la mode dans les années 2010, peut en réalité absorber les médicaments que vous prenez simultanément, réduisant leur efficacité. Y comptant ça, on prit les contraceptifs oraux. 22e mythe, éternuer les yeux ouverts est impossible. Ce mythe populaire affirme que si vous gardez les yeux ouverts pendant un éternuement, ils risquent de jaillir de leurs orbites. Cette image mémorable est anatomiquement absurde. Les muscles orbitaires qui maintiennent les yeux dans leur cavité sont extrêmement puissants, bien plus que la pression générée par un éternuement. Et si le réflexe de fermer les yeux lors d'un éternuement est réel, c'est automatique. Il est simplement un réflexe nerveux de protection, pas une nécessité pour maintenir l'intégrité anatomique. Des personnes ayant des lésions nerveuses qui empêchent ce réflexe éternuent les yeux ouverts sans aucun incident. Le mythe de l'œil qui jaillit est pure fiction, et voici ce qui est généralement passé sous silence. L'éternuement lui-même est un mécanisme de défense remarquable. L'air expulsé lors d'un éternuement peut atteindre 160 km/h, projeté jusqu'à 40 000 gouttelettes dans un rayon de 5 à 8 mètres. C'est pourquoi se couvrir la bouche, idéalement avec le coude, pas avec la main, lors d'un éternuement est une mesure d'hygiène importante. Mais il y a un paradoxe. Bloquer un éternuement en le retenant peut être dangereux. Des cas de rupture de vaisseaux sanguins dans les yeux, d'endommagement des tympans et même de fracture des cartilages nasaux ont été rapportés chez des personnes qui comprimaient leur nez et leur bouche pour retenir un éternuement violent. 23e mythe, on n'utilise que 10% de son cerveau. Ce mythe est peut-être le plus répandu de toute l'histoire des idées reçues sur le cerveau. Il a inspiré des films comme Lucy ou Limitless et alimente l'industrie des brain training et des suppléments nootropiques. Mais les neurosciences sont catégoriques. Nous utilisons la totalité de notre cerveau. Pas nécessairement toutes les régions simultanément, certaines zones s'activent pour des tâches spécifiques et se mettent en veille partielle pour d'autres. Mais sur l'ensemble d'une journée, toutes les régions du cerveau sont actives. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle le confirme sans ambiguïté. De plus, d'un point de vue évolutif, il serait absurde que nous ayons développé un organe qui consomme 20% de notre énergie totale pour n'en utiliser que 10%. Il y a une suite. L'origine de ce mythe est floue, mais plusieurs hypothèses existent. Certains l'attribuent à une mauvaise interprétation de travaux du psychologue William James du début du XXe siècle, qui affirmait que les humains n'exploitent qu'une fraction de leur potentiel mental. D'autres l'attribuent à des campagnes marketing de livres de développement personnel. Ce qui est certain, c'est que le mythe persiste parce qu'il est motivant. Il suggère un immense potentiel inexploité, attendant d'être libéré par la bonne méthode, le bon produit, le bon livre. C'est une promesse commerciale parfaite.
24e mythe, le mal de dos nécessite du repos au lit. Pendant des décennies, la prescription standard pour un mal de dos aigu était simple. Allez vous allonger et reposez-vous. Des semaines d'immobilité complète étaient parfois recommandées. Aujourd'hui, cette approche est considérée comme l'une des pires choses que l'on puisse faire pour un dos douloureux. Des études menées depuis les années 90 ont montré, de façon cohérente, que le repos au lit prolonge la durée de la douleur, affaiblit les muscles du dos, raidit les articulations et entretient une perception accrue de la douleur. La recommandation actuelle des rhumatologues et des médecins du sport est exactement l'inverse. Continuez à bouger, en évitant les mouvements déclencheurs de douleurs intenses, mais en maintenant une activité physique modérée dès que possible. Et maintenant, un fait rarement évoqué. L'une des causes les plus importantes du mal de dos chronique n'est pas mécanique, mais psychologique. Le modèle biopsychosocial de la douleur, développé à partir des années 80, montre que le stress, l'anxiété, la dépression et les croyances négatives sur la douleur, notamment la kinésiophobie, c'est-à-dire la peur de bouger, amplifient significativement la perception douloureuse et contribuent à la chronicisation. Des approches comme la thérapie cognitivo-comportementale, l'éducation neurologique de la douleur, la physiothérapie active obtiennent de meilleurs résultats à long terme que les anti-inflammatoires et le repos combiné. 25e mythe. Le bronzage à l'UVA des cabines est sans danger si on évite les coups de soleil. Cette conviction a longtemps été entretenue par l'industrie des centres de bronzage. Les UVA, rayonnement ultraviolet de type A, ne brûlent pas la peau comme les UVB, donc ils sont plus sûrs. Cette distinction est trompeuse et dangereuse. Les UVA pénètrent bien plus profondément dans la peau que les UVB jusqu'au derme profond et endommagent l'ADN des cellules d'une façon différente, mais tout aussi réelle. L'Organisation mondiale de la santé a classé les cabines de bronzage UV dans le groupe 1 des cancérogènes certains pour les humains en 2009. Une personne qui utilise des cabines de bronzage avant l'âge de 35 ans augmente son risque de mélanome de 59%. Le mélanome est le plus meurtrier des cancers de la peau. À partir de ce moment, la partie la plus intéressante commence. 26e mythe. Les douleurs musculaires après le sport sont causées par l'acide lactique. J'ai les courbatures, c'est l'acide lactique. Cette explication est si répandue qu'elle figure dans des manuels scolaires. Elle est pourtant erronée. L'acide lactique, ou plus précisément le lactate, est produit par les muscles lors d'un effort intense, mais il est métabolisé très rapidement, en général dans l'heure qui suit l'effort. Les courbatures, elles, apparaissent entre 12 et 24 heures après l'exercice et peuvent durer plusieurs jours. Ce décalage temporel rend impossible tout lien causal avec le lactate. La cause réelle des courbatures, connue scientifiquement sous le nom de DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, est micro-inflammatoire, de minuscules déchirures des fibres musculaires, causées par les contractions excentriques en particulier, déclenchent une réponse inflammatoire locale qui génère la douleur caractéristique. Et puis, un retournement inattendu. Les courbatures ne sont pas un indicateur de la qualité ou de l'efficacité de l'entraînement. Contrairement à la croyance populaire « no pain, no gain », l'absence de courbatures après une séance ne signifie pas que l'entraînement était inefficace. À mesure que le corps s'adapte à un type d'exercice, il produit moins de dommages musculaires et donc moins de courbatures, même si l'entraînement est tout aussi bénéfique. Les athlètes expérimentés peuvent avoir des séances d'entraînement très intenses sans ressentir de courbatures significatives. 27e mythe, le café déshydrate. Depuis des générations, on conseille aux amateurs de café de compenser chaque tasse avec un verre d'eau supplémentaire, sous prétexte que la caféine est un puissant diurétique. Certes, la caféine a des propriétés diurétiques légères, mais des études menées spécifiquement sur cette question, dont une de l'université de Birmingham publiée en 2003, ont montré que lorsque la caféine est consommée sous forme de café par des buveurs habituels, l'effet diurétique est si faible qu'il est largement compensé par le volume de liquide contenu dans la boisson elle-même. En d'autres termes, une tasse de café contribue positivement à votre hydratation, pas négativement. Chez des personnes qui ne consomment pas de caféine régulièrement, l'effet diurétique peut être légèrement plus marqué, mais reste modeste. Moment change tout. Des méta-analyses récentes ont montré que la consommation modérée de café, entre 2 et 4 tasses par jour, est associée à des effets bénéfiques mesurables. Réduction du risque de diabète de type 2,
de certaines maladies neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer, de certains cancers comme le cancer du foie. Le café est l'une des sources les plus importantes d'antioxydants dans l'alimentation occidentale. Démoniser cette boisson au nom d'un mythe de Dégérote. Hydratation est non seulement infondée scientifiquement, mais prive des millions de personnes d'un plaisir qui, consommé avec modération, leur fait du bien. 28e mythe. Les aliments froids causent le rhume. Tu vas attraper froid si tu sors sans manteau. Ne mange pas de glace, tu vas être malade. Ces avertissements sont universels. Mais les rhumes sont causés par des virus, principalement des rhinovirus, pas par la température ambiante ou la consommation d'aliments froids. L'expérience classique du Common Cold Research Unit en Grande-Bretagne dans les années 50 et 60 ont délibérément exposé des volontaires au froid sans leur inoculer de virus. Aucun n'a développé de rhume. L'exposition à des rhinovirus, en revanche, a produit des rhumes quelle que soit la température ambiante. La raison pour laquelle les rhumes sont plus fréquents en hiver est liée à plusieurs facteurs indirects. Les gens se regroupent à l'intérieur dans des espaces mal ventilés. La sécheresse de l'air hivernal affecte les muqueuses nasales, réduisant leur efficacité comme barrière. Et certains virus survivent mieux dans l'air froid et sec. Examinons le point suivant. 29e mythe. Les graines de tournesol avalées accidentellement poussent dans l'estomac. Ce mythe enfantin mérite d'être cité parce qu'il illustre parfaitement comment les idées fausses sur la santé peuvent commencer à un âge très jeune. L'estomac n'est pas un pot de fleurs. Les graines avalées sont soumises à un bain d'acide chlorhydrique à pH entre 1 et 3, à des enzymes digestives protéolytiques et à des contractions mécaniques puissantes. Aucune graine ne survit à ce traitement pour germer. Ce mythe est probablement né de la volonté des adultes de décourager les enfants d'avaler des objets qui pourraient créer de vrais problèmes, comme des noyaux durs ou de petits objets non alimentaires. Mais il illustre comment des mensonges bien intentionnés peuvent créer des peurs irrationnelles qui persistent jusqu'à l'âge adulte. Avançons. 30e mythe. Les aliments biologiques sont nutritionnellement supérieurs aux aliments conventionnels. L'agriculture biologique répond à des préoccupations légitimes. Réduction des pesticides, respect de l'environnement, bien-être animal. Mais l'une des affirmations marketing les plus répandues, que les aliments biologiques sont nutritionnellement supérieurs, est bien moins établie qu'on pourrait le croire. Des méta-analyses, dont une publiée dans Annals of Internal Medicine en 2012, portant sur plus de 223 études, n'ont trouvé que des différences nutritionnelles minimes et non cliniquement significatives entre aliments biologiques et conventionnels pour la grande majorité des nutriments essentiels. Les taux de vitamines, minéraux et antioxydants varient davantage en fonction de la variété de la plante, de la maturité à la récolte et des conditions de stockage que du mode de culture, biologique versus conventionnel. Maintenant, ce qui est souvent caché. Les aliments biologiques contiennent effectivement moins de résidus de pesticides synthétiques, ce qui est un avantage réel pour certaines populations, notamment les femmes enceintes et les jeunes enfants. Mais l'agriculture biologique utilise aussi des pesticides naturels d'origine végétale ou minérale, dont certains ne sont pas sans risque. La rothénone, utilisée en agriculture biologique jusqu'en 2011 dans l'Union européenne, a été associée à un risque accru de maladie de Parkinson. Le cuivre, utilisé massivement en viticulture biologique, est un perturbateur de l'écosystème du sol à forte concentration. Le naturel n'est pas automatiquement synonyme de sûr. 31e mythe. Il faut éliminer complètement le gluten pour améliorer sa santé si on n'est pas cœliaque. La mode sans gluten a explosé dans les années 2010. Des supermarchés entiers ont réorganisé leurs rayons. Des restaurants ont ajouté des menus gluten-free. Des millions de personnes ont convaincu leurs amis que le gluten était responsable de leur fatigue, de leur ballonnement, de leur migraine ou de leur manque d'énergie. Mais les gastro-entérologues distinguent clairement 3 situations différentes. La maladie cœliaque, une maladie auto-immune sérieuse qui affecte environ 1% de la population, pour laquelle l'élimination stricte du gluten est médicalement indispensable. La sensibilité au gluten non cœliaque, une condition plus floue, dont l'existence même est encore débattue scientifiquement. Et le reste de la population, pour qui le gluten est parfaitement bien toléré. Et voici ce qui est surprenant. Des études ont montré que lorsque des personnes se déclarant sensibles au gluten consomment des produits contenant du gluten sans le savoir,
dans des protocoles en double aveugle, la majorité ne rapporte aucun symptôme. Ce qui semble provoque. Et les symptômes chez certaines personnes qui pensent réagir au gluten, ce sont en réalité des glucides fermentés cibles appelés FODMAPs, présents dans le blé mais aussi dans d'autres aliments, ou simplement l'effet nocebo. La conviction de mal tolérer quelque chose peut créer des symptômes réels par voie psychosomatique. Les régimes sans gluten élaborés peuvent aussi être plus pauvres en fibres, en vitamine B et en fer que les régimes qui incluent des céréales complètes. Regarder la télévision de près abîme la vue des enfants. Encore un mythe transmis de génération en génération. Recule-toi de la télé, tu vas devenir myope. Les ophtalmologistes confirment. Regarder un écran de près, aussi longtemps que ce soit, ne cause aucun dommage structurel permanent aux yeux. Ce qui peut se produire, c'est la fatigue visuelle numérique. Des yeux secs, des maux de tête, une sensation de flou temporaire, causée par le fait que l'on cligne des yeux moins fréquents, aimant devant un écran. Mais ces symptômes sont entièrement réversibles avec du repos. La proximité avec l'écran est souvent un signe que l'enfant est déjà myope et se rapproche pour mieux voir. Ce n'est pas la cause de la myopie, c'est un symptôme. Et voici un autre exemple. La vraie cause de l'épidémie mondiale de myopie chez les enfants, qui a doublé dans les pays développés en 2 générations, est documentée dans de nombreuses études. Le manque de temps passé en extérieur et à la lumière naturelle. La lumière du soleil stimule la libération de dopamine dans la rétine, ce qui régule la croissance du globe oculaire et prévient l'allongement excessif caractéristique de la myopie. Des programmes qui imposent 2 heures d'activité en extérieur par jour aux écoliers, notamment à Taïwan et en Chine, ont réussi à ralentir significativement la progression de la myopie dans ces populations. 33e mythe. Un régime sans sel est nécessaire pour tout le monde. Afin de prévenir l'hypertension. Depuis les années 70, la guerre contre le sel est officiellement déclarée dans les politiques de santé publique de nombreux pays. Réduisez votre consommation de sel, tout le monde est concerné. Mais la médecine a considérablement affiné sa position depuis. Il est vrai que pour les personnes sel sensibles, environ la moitié des hypertendus et environ un quart de la population générale, réduire la consommation de sodium a un effet bénéfique mesurable sur la pression artérielle. Mais pour l'autre moitié des hypertendus et pour la majorité des personnes normotendues, réduire drastiquement le sel a peu ou pas d'effet sur la tension artérielle. Et une méta-analyse publiée dans le Journal of the American Medical Association en 2011 a créé une controverse considérable en montrant qu'une consommation de sel inférieure à 3 grammes par jour était associée à une augmentation de la mortalité cardiovasculaire, possiblement parce qu'une restriction sévère active le système rénine-angiotensine, qui augmente la tension et l'inflammation vasculaire. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. Le potassium est au moins aussi important que le sodium dans la régulation de la pression artérielle, et souvent bien plus négligé. Une alimentation riche en potassium, légumes verts, légumineuses, fruits, contrebalance les effets du sodium et réduit la tension artérielle chez beaucoup de personnes. Des populations qui consomment des quantités importantes de sel, mais aussi beaucoup de potassium. Notamment certaines populations japonaises rurales traditionnelles ne présentent pas les taux d'hypertension attendus. La fixation sur le seul sodium est une simplification qui ignore la complexité de la physiologie cardiovasculaire. Voilà ce que nous avons exploré aujourd'hui. 33 mythes qui, pendant des décennies, ont influencé nos comportements, nos peurs et nos décisions de santé au quotidien. Ce qui ressort de tout cela, c'est une image nuancée. La science de la santé est rarement une question de tout ou rien. Les certitudes absolues d'hier deviennent les idées reçues d'aujourd'hui. Certaines de ces croyances, comme le lien entre vaccin et autisme, ont été réfutées de façon définitive et sans appel. D'autres, comme la sensibilité au gluten non cœliaque, les effets des probiotiques ou la relation entre sel et mortalité, restent des zones de débat scientifique actifs, où les études se contredisent et où les chercheurs n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est la nécessité de questionner, de chercher, de ne pas accepter une affirmation simplement parce qu'elle semble logique ou parce qu'on l'a toujours entendue. La santé est un domaine trop important pour être laissé aux mythes, aussi bien intentionné soit-il.